Le groupe SOS, vous le savez sans doute toutes et tous, mais pour le rappeler d'un mot, ce sont 15 000 femmes et hommes, et troisième genre au passage, puisqu'ils existent aussi, qui s'occupent d'1,5 million d'autres en France. Ces autres personnes étant des personnes en situation de fragilité conjoncturelle ou structurelle par le handicap, l'addiction, la maladie, le grand âge, etc. 15 000 personnes donc qui ont basé leur pertinence professionnelle et les métiers du care autour de l'intelligence humaine d'abord, mais qui aujourd'hui trouvent leur travail augmenté par l'introduction des technologies d'abord et aussi de formes d'intelligence artificielle qu'on va détailler plus avant tout de suite. Le risque que je vois majeur de l'intelligence artificielle, il est aussi présent que celui qu'on a dans l'intelligence humaine, c'est celui d'abord d'une forme de cécité sur nos biais inconscients. Je lisais récemment une étude d'une jeune femme qui a repéré que les outils de reconnaissance faciale reconnaissaient moins bien les visages d'une jeune femme noire que ceux d'un homme blanc, d'un homme noir ou d'une femme blanche. On risque, par l'intelligence artificielle, selon les données qu'on y introduit, de reproduire les mêmes biais inconscients dans notre profession qui est attentive autant à l'humain, à la performance de l'organisation qu'à la maîtrise des risques. On risque d'introduire les mêmes biais inconscients donc que l'on a dans nos pratiques de recrutement ou de mobilité interne. C'est un premier élément de vigilance auquel il me semble qu'il nous faut être attentif et qui, en plus, peut être maîtrisé par l'introduction dans nos métiers managériaux et RH d'une forme de compétence de ces sujets, non pas seulement se laisser agir par la machine et en être qu'un consommateur passif, mais veiller à en comprendre les mécanismes, à devenir le maître des algorithmes et pas seulement celui qui en bénéficie. Cette cécité numérique qu'on pourrait regretter si on n'était pas non seulement conscient, mais acteur résolu à voir mieux, elle est d'autant plus frappante que les solutions SaaS nous mettent dans l'illusion que tout est apporté clé en main. Je nous invite, nous, professionnels du champ, aussi bien RH, SIRH qu'éditeurs, à aller au cœur des machines et à comprendre ce qui les programme pour en déterminer les fruits les plus pertinents pour nos métiers. En même temps qu'on introduit des enjeux de transformation numérique et d'intelligence artificielle, il me semble qu'il faut continuer à inclure les personnes qui forment nos organisations dans cette logique de transformation. Et donc, à l'occasion de l'augmentation de nos capacités RH par ces technologies, penser à inclure les personnes qui ne sont pas nativement toutes porteuses de ces compétences dans la transformation en cours. Au groupe SOS, à l'endroit des 15 000 collaborateurs et collaboratrices, on a mené une étude qui visait à vérifier que chacun savait basiquement déjà allumer un ordinateur, ensuite se repérer sur Internet, ensuite déterminer le degré de véracité d'une information, ensuite se repérer et utiliser les outils numériques mis à sa disposition. Important, à mon sens, de ne pas partir du présupposé que tout le monde embarqué dans la transformation par la volonté d'un leader ou d'une équipe RH serait par nature inclus sans y avoir été préparé et avoir développé les compétences associés. Le risque, enfin, avant de parler tout à l'heure des opportunités, évidemment, c'est celui de ne pas considérer que l'augmentation de nos capacités RH va venir mécaniquement de la machine. Autrement dit, on peut être amené, parce que inclus dans des bulles cognitives, plus encore qu'on ne l'était avant par la sociologie des organisations, on peut être amené à répliquer des comportements et donc à ne pas repérer le meilleur profil parce que la machine nous aura dit que telle personne fondée sur l'analyse du passé serait la meilleure personne pour occuper le poste qu'on projette pour l'avenir. Ne pas donc se fonder, quand on parle de machine learning, sur uniquement l'analyse du passé, mais veiller à continuer d'introduire les enjeux d'analyse qui permettent d'accorder sa chance au profil atypique, à la personne dont on estime par toute une série d'analyses qui ne sont pas seulement des issues d'ABAC, qu'elle va être la bonne personne au bon endroit pour assurer la performance attendue. Donc, je nous invite, à l'occasion de cette transformation numérique, à sortir de l'ère industrielle, à ne pas rester dans la réplication mécanique, mais bien à continuer d'introduire l'intelligence humaine au cœur de l'intelligence artificielle.
Oui, tu disais Véronique que on pourrait déléguer totalement le processus de recrutement, par exemple, à une machine. Mais en fait, ce faisant, on le délègue à d'autres humains qui sont ceux qui ont programmé la machine. Il ne faut pas avoir l'illusion que c'est la machine elle-même, quand elle me sort un scoring des candidats dans mon application, que ce soit elle qui ait fait elle-même le travail de le déterminer. C'est des personnes qui ont programmé le fait que à 96%, cette personne correspond au standard que j'ai moi-même décidé. Donc c'est une interaction humain-humain à travers une plateforme informatique. Le service que me rend le plus grand service que me rend la plateforme de recrutement aujourd'hui, c'est pas tellement de me classer les personnes par ordre d'arrivée, c'est plutôt de me permettre d'avoir une facilité à regarder les CV en masse, à digitaliser les CV plutôt qu'à les mettre sur papier. Voilà, aujourd'hui, le principal service que je trouve à ces solutions-là, il est là, et le scoring m'apparaît être sinon insatisfaisant, et en tout cas à questionner. On a créé, nous, 3 plateformes, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, au groupe SES. Et ce à quoi on est attentif, c'est non seulement à l'éthique, mais aussi à la responsabilité, qui est un mot complémentaire, mais qui est un mot plus fort, parce que si on cite Jonas, c'est toujours bien à 10h du matin d'avoir comme ça une petite référence, agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur Terre. Ça me semble assez bien dans le cœur du sujet. Je ne crois pas que la fonction RH va disparaître. Je ne connais pas de dirigeants qui auraient l'envie incroyable de s'occuper lui-même du plaisir qu'on a aux relations avec les IRP, par exemple. Je ne connais peu de personnes qui maîtrisent tout le processus de revue des talents visant à opérer ce que disait Jérémy, c'est-à-dire distinguer qui sont les potentiels et pas seulement la réplication du même. Donc je ne crois pas que la fonction RH du tout va disparaître. Elle va être distribuée. Elle l'est déjà sur la ligne managériale, et tant mieux. Et on trouvera forcément des leviers de pertinence à conquérir. Une partie du travail va s'automatiser, et tant mieux. J'ai tendance à penser, à la suite de Stigler, que c'est aussi une manière de diminuer la pénibilité. Combien de nos tâches sont pénibles, ou en tout cas usantes, parce que répétitives. Si on peut supprimer toutes celles-là, parce qu'une machine va le faire plus vite et sans douleur, allons-y, sans problème. Mais le travail, qui est ce qui nous occupe aujourd'hui et dans nos quotidiens, lui, il va continuer et il va même gagner en importance. Je ne crois pas du tout à une disparition de la fonction RH. Elle va se transformer incontestablement. Autant être attentif à la manière dont on oriente, nous, à cette transformation. Je citais 3 plateformes qu'on avait créées au groupe SES dans cette logique qui est indiquée de RH entrepreneur. Pour faire suite à ce que disait Jérémy, c'est aussi bien que ce soit les RH qui soient les entrepreneurs de leur sujet, plutôt que de les confier, avec tout le respect que j'ai pour les 600 confrères dont il parlait, de les confier à des gens qui découvrent au moment où ils sortent parfois de l'école le sujet du capital humain ou de l'humain tout court parfois. Donc RH entrepreneur, au groupe SES, on a monté 3 plateformes. Une plateforme de MOOC de recrutement, avec d'ailleurs un de ces start-upers qui lui est un vrai connaisseur des sujets RH, Paul Farnet. On a monté des MOOC de recrutement donc qui rendent service autant aux candidats qu'on ne retient pas dans le processus de recrutement qu'aux personnes qui nous rejoignent, qu'aux recruteurs. Autrement dit, lorsqu'on a à recruter sur des métiers où on reçoit 1000-1500 CV, le fait de pouvoir faire bénéficier les candidats d'un MOOC de recrutement au cours duquel ils actualisent leurs compétences métiers en revisitant les fondamentaux de leur métier, nous permet de sélectionner celles et ceux qui nous semblent maîtriser le mieux les compétences à l'issue du MOOC. Permettent aussi à celles et ceux qui ne sont pas retenus dans le processus de candidature d'avoir bénéficié d'une revisite de leurs compétences, même en n'étant pas retenus. Donc ça nous semble être un service sociétal à rendre, en plus de la politesse, la courtoisie de dire non à une série de personnes. Et enfin, ça facilite évidemment le travail des recruteurs pour leurs opérations. Dans les questions qui étaient posées, celle qui consistait à dire on parle du processus de recrutement comme le plus automatisable, me fait penser soit qu'on a un point de désaccord, et tant mieux, c'est bien la controverse, soit qu'on n'a pas du tout été clair. Moi, je pense que c'est le moins automatisable. Autant le calcul d'une paye simple, ou le calcul ou la gestion administrative me semble gagner très largement à la digitalisation parce que nous évitons à nous humains la pénibilité des tâches répétitives, autant le processus de recrutement, il me semble
terriblement nécessaire de lui conserver sa plus grande part d'humanité et sa moindre d'utilisation, au-delà des aspects faciles de je numérise le CV qui sont quand même la brique de base à l'heure du numérique. On a monté une deuxième plateforme qui s'appelle Les Bons Profils et qui justement vise à aider nos clients entreprises qui cherchent des collaborateurs et des collaboratrices sur les métiers de première qualification à recruter les bonnes personnes au-delà des biais cognitifs qui sont les leurs. Autrement dit, le groupe SES accompagne par an environ 800 personnes qui sont issues de parcours de décrochage scolaire ou de chômage de longue durée ou de passage par la case prison pour certains. Et ces 800 personnes, à travers nos 18 filières d'insertion par l'activité économique, on les qualifie. Ils ont tous un CQP en sortant de nos dispositifs. Ils apprennent les savoir-être, ou ils réapprennent, ou ils réactivent les savoir-être qui leur sont utiles dans l'entreprise. Et donc, ils sont prêts au travail. Cette plateforme, Les Bons Profils, elle permet de mettre en valeur ces profils-là en faisant table rase du passé qui jamais n'aurait amené un recruteur à se pencher plus d'un quart de seconde sur le CV d'un sortant de prison ou d'un jeune en décrochage scolaire. Là, par cette plateforme donc, qui introduit de la data et de l'intelligence artificielle, on pousse auprès des recruteurs qui nous confient leur recrutement les profils qui nous semblent les mieux adaptés à leurs besoins en cumulant la valeur de l'agrégation de données avec la connaissance que nos alchimistes du recrutement, c'est le petit nom qu'on leur a trouvé, mettent à chacun de ces profils pour les accompagner dans la performance dans l'emploi. Troisième plateforme qu'on a montée, c'est une plateforme de reclassement interne. À ma connaissance, il n'en existe pas sur le marché chez les éditeurs et donc on a décidé de la développer nous-mêmes pour les situations vécues d'inaptitude ou le cas échéant, ça n'est pas arrivé encore mais ça pourrait être de licenciement économique. Vous le savez que même si ça a allégé depuis les ordonnances récentes, l'employeur a une obligation de reclassement des salariés et fort heureusement. En développant cette application, on s'est dit qu'il nous fallait absolument un outil pour agréger tous les maillons de la chaîne, les juristes en droit social, les RH, la médecine du travail, la mission handicap, etc., de manière à être au plus près de l'accompagnement de ces profils. Et on s'est dit aussi qu'on allait mettre peu d'intelligence artificielle dans la solution, qu'on allait faire en sorte de mettre des ressources documentaires, des courriers types, qu'on allait vraiment aider le processus de travail de ces acteurs, mais pas leur apporter construite une solution préfabriquée. La seule intelligence artificielle, si on veut dire algorithmique, qu'on a mis dans la plateforme, c'est en face des compétences repérer de la personne, poser les offres d'emploi disponibles au sein du groupe qui font appel aux mêmes compétences. C'est le seul biais qu'on s'est permis de manière à accélérer certains processus qui méritent de l'être. Parfois, il est assez évident que si on a une personne qui est comptable et une offre de comptable, on peut assez bien la lui proposer plutôt que d'aboutir à une rupture de contrat de travail. Mais au-delà de cette facilité pour accélérer les processus et éviter les ruptures, on est très attentif à ce que juristes, mission handicap, médecine du travail, RH, etc., puissent, de la part d'un collaborateur qui serait en situation d'inaptitude et comptable, lui proposer aussi autre chose que le métier auquel la machine le destinerait. Donc voilà 3 exemples par lesquels il me semble qu'on gagne en productivité, en efficacité, en pertinence à l'occasion de la digitalisation, dans lesquels on peut introduire de la data et de l'intelligence artificielle, mais à dose mesurée et en ayant conscience qu'elle n'est que le reflet de ce qu'on veut y mettre, tout en laissant une bonne place à l'intelligence humaine, non pas seulement pour exister en tant que fonction RH, je ne crois pas qu'on ait besoin de ça, mais plutôt pour laisser circuler et laisser infuser la pertinence qu'on met à l'étude de la complexité d'un profil humain. Il se trouve qu'au groupe SES, on s'occupe de personnes âgées dépendantes et que ces personnes âgées dépendantes, on a à leur service des objets connectés, des applications qui permettent de soutenir leurs capacités relationnelles, mémorielles, cognitives, etc. On a même des exosquelettes ici ou là pour les aider à retrouver de la motricité et de la préhension fine. Je nous invite à étudier cette métaphore et à considérer qu'on n'est pas encore totalement âgé dépendant dans nos professions RH et managériales et qu'on n'a peut-être pas besoin
à ce stade de béquille, au risque d'atrophier nos muscles un peu prématurément. Et donc l'intelligence artificielle, oui, lorsqu'elle permet d'augmenter nos capacités en étant conscient de la responsabilité et que ne se joue rien moins là que le contrat social. Mais si l'intelligence artificielle est une béquille simplement pour s'appuyer et s'éviter des efforts, alors, à mon avis, on risque de perdre trop vite nos capacités d'agilité. Donc, on doit effectivement transformer les postures managériales et RH, on l'a assez dit. Est-ce qu'on doit apprendre à coder? Bien sûr, il y a d'excellentes formations. Simplon.co, par exemple, vous forme au Ruby, au Python, et je vous invite à le faire. C'est pas si dur pour l'avoir expérimenté. Ça vous apportera pas forcément la capacité vous-même de coder des applications, c'est pas forcément l'idée, mais vous découvrirez qu'il y a des enjeux démocratiques derrière ces sujets. Simplon l'explique assez bien et nous permet de comprendre que le codage, c'est, si on ne maîtrise pas ne serait-ce que les fondamentaux de sa compréhension, une manière de ne pas participer à l'espace démocratique et professionnel.